Bien, c'est démarré. Bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien, des Chantiers de Bonsoir l'Atlantique. Pierre. Voilà, bon, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire dont l'objectif est de mettre un peu en valeur nos clients et leurs applications autour du management visuel digital. Alors ce soir, on aura une présentation des Chantiers d'Atlantique, donc de Saint-Nazaire, sur le secteur cabine. C'est là donc on fabrique les cabines de couchage qui sont ensuite assemblées sur les chantiers. Donc le sujet du jour de ce soir, ça va être sur le système Yohidon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le système Yohidon, c'est un système qui permet de cadencer des lignes d'assemblage manuel, c'est le cas pour le chantier d'Atlantique, au montagne time avec des systèmes d'alerte. Et vous verrez également des extensions du système Yohidon, qui est difficile à dire, vers des systèmes orientés sur la logistique, pour tirer les flux sur les chaînes. Alors, pour présenter Aurélien rapidement, mais il le fera mieux que moi. Donc, Aurélien est ingénieur Lean au chantier d'Atlantique, responsable aussi de l'excellence opérationnelle. Et donc, on a travaillé avec Aurélien et les équipes aussi IT des chantiers d'Atlantique pour mettre en place ce système. Et Aurélien a surtout travaillé sur l'organisation. Donc, ce soir, il vous présentera bien sûr le contexte, les chantiers d'Atlantique, les besoins, la mise en place de la solution, le déroulement, également, bien sûr, ce que ça a pu apporter au chantier. Voilà pour l'introduction et je laisse la parole à Aurélien. Merci Pierre. Alors du coup, je vais commencer par me présenter succinctement. Donc Aurélien Caillot, je suis arrivé au chantier de l'Atlantique au département cabine en octobre 2019. Donc ça va faire ça fait 2 ans en tant qu'ingénieur Lean. Donc j'ai été missionné sur des projets d'amélioration continue et un de mes projets était de développer un outil permettant de piloter à la fois la production mais aussi la logistique et d'avoir une représentation réelle de nos différentes activités à cabine. Donc voilà, et j'occupe ce poste pour encore quelques jours avant de changer de poste pour un poste davantage orienté maintenance. Donc je vais vous faire une petite présentation sur l'outil qui a été déployé chez nous, donc qui s'appelle Landon, c'est comme ça qu'on l'intitule chez nous, donc Landon de production et logistique, cap sur l'amélioration continue. Alors je vais commencer par vous faire une petite présentation de l'entreprise. Donc l'entreprise Chantier de l'Atlantique est donc basée à Saint-Nazaire, elle a été créée en 1835. C'est un des leaders mondiaux de la construction de navires, donc à la fois des paquebots mais aussi des navires militaires. Mais aussi depuis assez récemment des installations offshore, donc qui servent à collecter l'énergie marine, donc des éoliennes offshore qui sont ensuite centralisées dans ces installations pour ensuite redistribuer l'énergie. Donc les marchés, je l'ai dit, c'est des navires à passagers, des paquebots, des navires militaires. On fait un petit peu de service aux armateurs, donc du service après-vente. Et de la construction offshore. Quelques chiffres clés, on est 3300 collaborateurs sur site. En ajoutant les prestataires et sous-traitants de rang 1, on est à peu près 10 000. On s'étend sur 150 hectares et nous sommes à un chiffre d'affaires d'1,87 milliard d'euros. Donc le chantier de l'Atlantique, il est divisé, on va dire, en deux. Donc il y a la maison mère, on va dire, où sont construits les paquebots. Et à 10 km de là, il y a une usine de 350 personnes à laquelle moi je suis rattaché, qui est un atelier de production qui fait des cabines préfabriquées. Donc c'est des lignes de production tactées et cadencées qui servent à fabriquer dans un premier temps des blocs sanitaires et qui sont ensuite ces lignes de blocs sanitaires qui sont des lignes fournisseurs des lignes de cabine. Donc vous voyez une représentation à droite d'une cabine dans un état fini. Ces cabines sont ensuite embarquées à bord des paquebots et fini, quelques travaux de finition qui sont faits à bord, puis vendus aux clients. Donc c'est un atelier de 26 000 m², il y a 5 lignes de production, 2 lignes de production de blocs sanitaires et 3 lignes de production de cabines. Donc après cette petite présentation, je vais vous présenter le projet qu'on a mené en collaboration avec Pinkflow. Donc l'intitulé du projet, on pourrait le résumer comme ça, c'était de piloter et optimiser les lignes d'assemblage cabine de la production à la logistique. Donc la partie production ayant été faite plutôt par mon prédécesseur, Monsieur Robic, et moi j'ai essayé de reproduire la même chose côté logistique en mettant les lignes en flux et en donnant une représentation visuelle.
Donc côté production, les principaux points bloquants qui s'offraient à nous étaient tout d'abord des arrêts de ligne, parce qu'on a la particularité d'être une ligne qui n'a pas d'encours, donc le moindre aléa sur un des postes de notre production, sur un de nos postes de ligne de production, entraîne un arrêt de ligne. On a une vingtaine de postes à peu près par ligne de production. Si un poste rencontre un aléa, c'est l'entièreté de la ligne qui est bloquée, et donc par exemple pour notre ligne la plus grande, 70 opérateurs qui sont bloqués. Donc c'est quelque chose qui peut chiffrer assez rapidement en termes d'arrêt de ligne. Auparavant, on avait environ 1 heure d'arrêt de ligne par jour avant le déploiement de London. On avait un deuxième point bloquant qui était le temps de redémarrage et qui sont liés au changement de ligne. Donc en fait, un paquebot représente à peu près entre 2000 et 2500 cabines. Et parmi ces cabines, il y a bien évidemment des variantes. Ce qu'on appelle des variantes chez nous, c'est différents styles de cabines. Donc que ce soit de la cabine équipage, de la cabine passager, mais à l'intérieur de ces deux grandes familles, on a aussi des sous-variantes avec des cabines pour les personnes handicapées, des cabines un peu plus luxueuses, des cabines pour les familles, etc. Et comme on travaille par batch de production, le moment qu'on a pour changer entre deux batchs est un moment assez crucial chez nous. Et c'est un moment qui nous coûtait très cher avant, puisque ça change nos habitudes de travail. C'est d'autres instructions, et le temps que la ligne absorbe cette courbe d'apprentissage, on perdait beaucoup de temps, ce qui nous entraînait un retard ce qui avait pour conséquence de nous engendrer un retard de production. Et on faisait très souvent 1 heure supplémentaire sur le dernier mois ou les 2 derniers mois de chaque navire. Un navire, chez nous, représente à peu près entre 4 et 6 mois de production. Et on avait aussi un autre point bloquant qui est plus un point relationnel, c'est la communication entre les équipes était parfois un petit peu compliquée, puisque tout le monde avait un peu l'impression de courir dans tous les sens et se jeter un peu la pierre. Donc la production jetait la pierre à la logistique jetait la pierre à la production. On savait pas forcément où étaient les arrêts de ligne, donc on savait pas où forcément étaient les tensions et où on devait déployer les ressources supplémentaires. Donc voilà un peu pour vous illustrer le spectre des points bloquants qui nous impactaient. Donc nos besoins, je l'ai déjà dit rapidement, c'est avoir une vision précise et en temps réel de l'état de santé de nos lignes de production, donc de savoir où sont les aléas et où agir. Notre deuxième besoin, c'est de cadencer les lignes, c'est-à-dire de fonctionner au takt time, que tout le monde fonctionne au même rythme, pour être dans un flux tiré presque parfait, et que chaque poste avance en même temps, et que quand on décide de finir le cycle, c'est tout le monde qui finit le cycle en même temps pour éviter les ruptures de charge. Le troisième point, il est lié au premier, c'est d'identifier quel poste est en tension à un instant T, et donc où déployer les ressources. Au chantier de l'Atlantique département cabine, on a mis en place un réseau d'animateurs et de voltigeurs, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est des gens qui ne sont pas affectés à un poste, mais c'est des gens qui sont là pour aider et pallier aux différents aléas de la ligne de production. Et donc c'est un de nos gros besoins et une des clés de la réussite chez nous, c'est d'évaluer très vite où sont les aléas pour dire à ces animateurs et à ces voltigeurs où aller en priorité. Et enfin, fluidifier, je l'ai dit, la communication entre production et logistique. Donc je l'ai dit, il y a eu un déploiement en 2 phases. En 2019, mon prédécesseur s'est plutôt attaqué à la partie production. Donc vous avez là une petite représentation en dessous de ce qui a été fait. On a installé des télés un peu aux 4 coins de notre atelier, sur lesquelles sont représentées nos lignes de production, donc avec des cases qui représentent nos postes, et sur laquelle on vient afficher quelques informations, donc des critères de qualité, que vous voyez en haut à gauche de l'écran de télé, donc le nombre de cabines bonnes du premier coup qui sortent de notre usine, l'objectif du nombre de cabines qu'on va faire par jour, le temps perdu depuis le début de la journée. Donc le temps perdu, en fait, c'est ce que je disais, c'est le temps d'arrêt de ligne. Donc c'est quand un poste est arrêté et que l'entièreté de la ligne est arrêtée, et bien on a un temps d'arrêt de ligne qui vient s'incrémenter dans ce temps perdu-là. Le takt time en cours, donc là on sait par exemple qu'il reste 3 minutes 47 pour finir le cycle, et c'est tout le monde qui doit finir son cycle avant les 3 minutes 47. Et en dessous, vous avez la représentation de la ligne de production. Et sur cette ligne de production, vous voyez qu'il y a certaines cases qui sont coloriées en jaune. C'est là où, en fait, chaque poste a une tablette que vous voyez à gauche. Et sur cette tablette-là, l'opérateur a la possibilité d'appeler à l'aide, ce qui envoie un SMS à son encadrant, donc à son chef d'équipe, mais aussi à l'animateur de ligne.
Et c'est cet animateur-là qui va venir voir concrètement ce qui se passe à cet endroit-là, et qui va prendre la décision ou non d'arrêter de la ligne en fonction de la criticité du problème et du temps qui reste dans le tact. Donc c'est ce que vous voyez, c'est les petites cases coloriées en jaune. Donc là, par exemple, on voit tout de suite qu'il y a 3 postes en tension et on sait où déployer les ressources en priorité. Donc ça, c'est la première phase du déploiement, c'était plutôt sur la partie production. Et on a essayé de déployer un peu le même système sur la logistique. Alors, la logistique a d'autres contraintes. On n'est pas sur des postes qui sont, on n'est pas sur des postes qui produisent des cabines. On est sur des postes qui préparent la matière. Le deuxième déploiement qu'on a décidé de faire, c'est sur un poste très particulier de la logistique. C'est le poste de réapprovisionnement de la matière. C'est-à-dire que quand on dégrade de la matière sur ligne, on appelle de la nouvelle matière, de la matière neuve, pour remplacer la matière détériorée. Et il y a une personne chez nous qui est chargée d'adresser la pièce conforme à la place de la pièce non conforme et qui fait donc des tournées dans l'atelier pour aller adresser ces pièces. Donc le grand défi sur ce projet-là, je vais vous le présenter. Donc le contexte de ce projet-là, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour la partie logistique. Le contexte de ce projet-là, donc on a un atelier qui, comme je vous le dis, fait 26 000 m², donc c'est un atelier qui est quand même assez grand. Et du coup, il y a une distance qui est assez importante à couvrir entre les lignes de production et le stock de masse. Ce que j'appelle le stock de masse, c'est les racks où sont stockées les pièces, la matière première. Donc, qui dit distance importante dit qu'il y a du chemin à parcourir pour le réapprovisionneur. On a en moyenne 3000 références par cabine. Donc, qui dit cette multiplicité et cette diversité de références dit que ces références, il faut les stocker. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de surface occupée par la logistique chez nous. On est à peu près sur une répartition de 60% de la surface occupée par la logistique, entre 60 et 70. Et donc, le rapprovisionneur a un grand espace à couvrir aussi en logistique. On a un takt time, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais qui était en constante diminution. En gros, en 5 ou 6 ans, on a divisé le TAC par 1,5. Donc on est passé à un takt time de 30 minutes on est plus aux alentours des 20, 19, 18 minutes aujourd'hui. Donc cette nécessité, la conséquence que ça a pour le réapprovisionneur, c'est d'agir très vite et de ne pas mettre en péril ce takt time, parce que s'il a un temps de réapprovisionnement plus long que le takt time, automatiquement, c'est la ligne qui va s'arrêter. On a un processus de fabrication qui est assez complexe, donc on a des dégradations assez récurrentes de pièces, donc une grande quantité de pièces à réapprovisionner. On a, je vous ai dit, un réapprovisionneur rapide qui est pour les 4 lignes de production à l'époque, 5 aujourd'hui, et une durée de réapprovisionnement, c'est ce que je viens de dire, qui doit être inférieure au takt time, sinon la ligne est en arrêt. Donc ça, je vous présente un peu comment le système était fait avant. Donc on avait une fiche de non-conformité avec énormément de champs à remplir, qui était très chronophage et qui n'était pas du tout pratique, parce qu'on mettait pratiquement autant de temps à remplir la fiche qu'à se faire réapprovisionner la pièce. Donc c'était très contraignant à la fois pour celui qui la saisissait, mais aussi pour celui qui la lisait. Ensuite, le réapprovisionneur venait chercher la fiche, il allait dans son stock pour aller chercher une pièce de remplacement, il ramenait la pièce sur la ligne, et en fait tout ça faisait que le temps de cycle était beaucoup trop important par rapport à la durée de notre takt time. Là, je vous ai mis quelques irritants parce que j'ai un peu été prendre le pouls dans les différents services sur l'ancien process. Donc avec cette fiche-là, donc vous avez quelques exemples là, que je vais passer rapidement. Donc la production se plaignait que les fiches de non-conformité, c'est ce que je viens de dire, étaient trop chronophages, elles prenaient trop de temps à être remplies. Le réapprovisionneur, il était tout le temps saturé de coups de téléphone, donc automatiquement, il pouvait pas répondre à tout le monde. Et du coup, la ligne était obligée de s'arrêter. La logistique, elle se plaignait que d'une part, les fiches étaient mal remplies, qu'ils étaient sans cesse au téléphone, et qu'il ne pouvait pas organiser sa tournée, parce que quand on est sans cesse au téléphone, c'est pas facile d'aller organiser sa tournée, de prendre les besoins de telle ligne, puis de telle ligne, etc. Donc c'était très compliqué pour lui. Et la qualité disait aussi, parce que l'aval de ce processus-là, c'est les techniciens qualité qui le font, c'est d'aller voir pourquoi la non-conformité, pourquoi la pièce a été dégradée et quelle en est la cause. Alors eux, ils disaient que la fiche de non-conformité était impossible à lire, parce qu'il manquait des informations dessus. Et en plus, on n'avait pas de possibilité d'historique, donc on n'avait pas de traçabilité, on ne savait pas combien de fois on avait dégradé la pièce dans un mois, combien de fois, quelle référence était la plus génératrice de non-conformité, etc. Donc ça, c'était un peu les irritants qu'on rencontrait les différents secteurs. Et du coup, alors je vais pas passer au bilan tout de suite, mais ce qu'on a fait, c'est on s'est servi de Landon, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est plus géré par une fiche.
c'est géré directement par un système informatique. Donc, c'est une application qui est mise sur la tablette des opérateurs de la ligne de production, qui, lorsqu'ils appellent à l'aide, de la même façon qu'ils appellent à l'aide leur animateur ou leur chef d'équipe, ils ont la possibilité de faire une fiche de non-conformité, mais en version digitale, donc avec beaucoup moins de champs à remplir et qui est beaucoup plus rapide à remplir, directement sur leur tablette. Et une fois qu'ils ont fini de la remplir et qu'ils la valident, il y a un SMS qui part au réapprovisionneur rapide. Et le réapprovisionneur rapide a aussi un environnement qui lui permet d'avoir toutes ces non-conformités les unes à la suite des autres. Et ce qui lui permet aussi, avec un système de filtre, de dire je vais prendre en priorité les non-conformités urgentes, ou alors celles de telle ligne plutôt que de telle ligne parce que je suis plus proche géographiquement de telle ligne. Donc, vu qu'il n'a plus ces coups de fil incessants, ça lui permet de beaucoup plus organiser sa tournée et d'être beaucoup plus réactif et de traiter les demandes de la production beaucoup plus rapidement. Donc, si on fait un premier bilan de ce projet-là côté logistique, alors de côté production déjà, avant de s'attaquer à la logistique, côté production, en gros, on a limité le nombre d'heures supplémentaires qu'on faisait à la fin de chaque affaire, du fait qu'on ait limité notre temps d'arrêt de ligne, on prenait moins de retard, et qui dit prendre moins de retard dit qu'on était plus à l'heure pour répondre aux besoins du client. On était à peu près à 1 heure, allez, on va dire une grosse heure d'arrêt de ligne par jour. Aujourd'hui, une bonne journée chez nous, c'est entre 10 et 20 minutes d'arrêt de ligne. Donc, il y a quand même un gros gap, un gros gain sur le temps d'arrêt de ligne. Avant, on était à peu près efficace à 80%. Aujourd'hui, on a une ligne qui est aux alentours des 90-95%. Donc, on a entre 10 et 15% de gain d'efficacité. Donc, ça, c'est les bénéfices côté production. Les bénéfices côté logistique. Sur le projet de réapprovisionnement rapide, on avait avant un temps de réapprovisionnement moyen qui était 33 minutes, donc qui était beaucoup plus long que le takt time. Et aujourd'hui, il est passé à 15 minutes avec ce nouveau système-là. Aujourd'hui, il est même plutôt aux alentours de 12-13 minutes. Donc, on a vraiment une bonne réactivité. Et ça a aussi bien, j'y viendrai après, mais ça a aussi bien diminué le stress du réapprovisionneur rapide. Et ces non-conformités, avant, elles généraient aussi un temps d'arrêt de ligne, donc, puisque forcément, le réapprovisionneur était trop lent par rapport au takt time. On était à peu près à 700 minutes mensuelles d'arrêt de ligne. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des 200, 150 à peu près. Les bénéfices communs entre ces deux services, ça a été de diminuer le stress, comme j'ai dit, alors que ce soit le côté production, parce que côté production, ils ne voyaient pas leurs pièces conformes arriver, et forcément, eux, ils savaient qu'ils allaient devoir arrêter la ligne. Mais aussi côté logistique, puisque le réapprovisionneur rapide est plus saturé d'appels et a beaucoup plus de temps pour organiser ses tournées. Qui dit moins de stress dit forcément que ça a rendu la communication beaucoup plus facile entre les deux services. Donc ça a été un vrai gain aussi sur le plan social. Là, c'est un petit exemple de la donnée qu'on récupère grâce à ce système-là, donc sur le projet logistique. En fait, avant, quand je disais que la qualité se plaignait de ne pas avoir d'historique sur combien de non-conformités on a créé, sur quelles références elles étaient les plus imputées, sur combien on a mis de temps pour réapprovisionner une pièce, etc. Aujourd'hui, on a un vrai tableau de bord qui nous permet de sortir tout un tas de statistiques et qui nous permet de suivre vraiment. C'est des indicateurs qui sont vus une fois par semaine pour la plupart, et certains même quotidiennement, qui nous permettent de voir s'il y a des dérives, si on a des problèmes de non-conformité fournisseurs très récurrentes sur certaines pièces. Et ça permet d'avoir une lisibilité beaucoup plus en temps réel de ce qui se passe concrètement en termes de qualité et en termes de performance dans notre usine. Les petites perspectives d'évolution maintenant, parce que vu qu'on a traité une partie de la logistique, on pourrait se demander ce qui nous reste à faire et comment on peut accompagner ce changement-là avec Landon en continuant à servir de Landon pour aller chercher de la performance. Et on a trouvé deux nouvelles réponses, on va dire. On est actuellement sur le premier projet que je vous ai présenté, là, côté production. On va le décliner côté logistique, c'est-à-dire que tous les postes de préparation, donc c'est des postes qui remplissent des chariots avec de la matière. On a choisi aussi de les représenter sur des télés pour leur donner une idée de où ils en sont, de si les lignes de production sont arrêtées ou pas. Parce qu'en fait, ils travaillent complètement à l'aveugle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des murs entre la production, ils sont vraiment séparés, il y a des murs entre la production et la logistique. Du coup, la logistique ne sait pas quand la production est en arrêt de ligne. Et si elle est en arrêt de ligne, il n'y a pas besoin de préparer de la matière parce que ça ne sert à rien de prendre une avance particulière. Et il faudrait idéalement qu'ils s'arrêtent en même temps que la production. Ça, c'était complètement impossible avant. Et là, dans les jours à venir, on va déployer ce système-là qui va leur permettre d'avoir à la fois une vision de la ligne de production, mais aussi de leur activité de remplissage de chariot. Donc ça, c'est pour la partie picking.
Et ensuite, on a un petit train qui fait le tour de l'usine pour aller livrer ces chariots préparés au picking dans les différents postes de production, de la ligne de production. Et là, c'est pareil, on a choisi de donner une tablette à la personne qui conduisait ce petit train-là, pour que d'une, il sache où il en est sur sa tournée, de la même façon si la production est arrêtée ou pas, mais aussi de pouvoir appeler à l'aide ses encadrants et son chef d'équipe s'il avait un problème sur sa tournée pour qu'il y ait un éventuel renfort. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'ai bien tenu les délais, mais je crois que j'ai fait le tour. Bah, écoute, merci Aurélien pour cette présentation très claire. Moi, j'ajouterais peut-être 2 petits points pour étayer un petit peu je dirais la vision ou comment on a vécu ce projet-là côté Pinflow. Alors, une petite précision aussi, c'est surtout ça, ce que tu as présenté, effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit connecté à l'ERP. Hein, donc, on a eu un gros travail aussi avec l'équipe IT des Chantiers de l'Atlantique, parce qu'en fait, effectivement, ce système-là, en fait, il prend ces données de l'ERP, hein, surtout pour les arrivées de cabine, hein, sur l'ordonnancement, mais également, on restitue des données à l'ERP. Hein, donc, d'autant plus pour la logistique, c'est la même chose, beaucoup plus encore intégré. Et donc, on a vraiment un travail très fort entre les opérationnels et le service IT et nous. En fait, on essaie de trouver d'être force de proposition, hein, pour mettre en place ces solutions. Moi, j'aimerais aussi faire un petit point sur le déroulement du projet, parce que malheureusement, effectivement, cette partie-là, tu n'étais pas encore présent dans ce cadre, mais je me souviens des premières réunions qu'on a eues au chantier pour réfléchir sur le système, hein, quoi afficher, pour qui, pourquoi. Hein, on avait travaillé en groupe de travail avec des opérationnels. Et on avait maquetté autour d'une salle de réunion avec des vrais pupitres, et puis on avait mis en situation les opérateurs et les leaders, hein, pour réfléchir. Et on a maquetté une première ligne d'abord, qu'on a mis en place, qu'on a testé, qu'on a fait évoluer jusqu'à temps qu'elle soit acceptée et validée par tout le monde, pour ensuite déployer, hein, sur les autres lignes. Donc ça, c'est un peu pour le déroulement. Je vais juste compléter ton dernier point, Pierre. Enfin, pour moi, s'il y a une chose à retenir aussi là-dessus, c'est une des clés de la réussite de ce genre de projet, c'est d'impliquer les opérationnels dès la phase d'avant-projet pour qu'ils conçoivent le projet avec nous. Nous, c'est qu'on les a inclus dès le début, que ce soit en logistique ou en production, dès le début du projet, parce que c'est eux qui vont utiliser l'outil au quotidien et c'est hyper important de les inclure le plus tôt possible. Tout à fait. Bon, pour nous, c'était un chantier, je pense que c'était un travail d'équipe très agréable, hein, et en fait une réussite qu'on peut mettre à votre honneur et un petit peu au nôtre, mais surtout au vôtre, hein, parce qu'il y a un travail énorme d'organisation, hein, qui a été en place en 2-3 ans, qu'on a vu sur les chantiers, qui a permis donc des gains de qualité et d'efficacité assez remarquables, hein, et avoir des lignes d'assemblage comme ça, c'est différentes à des rendements de 95%, c'est vraiment exceptionnel. Alors, je regarde un peu si on a des questions. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je pense qu'on avait gardé un peu de temps pour faire éventuellement une présentation un peu en live, qui peut être intéressante. Si tu peux le faire, Aurélien. Alors en fait, je vais revenir du coup sur la partie logistique, parce que je pensais manquer de temps et pas pouvoir faire une petite démonstration en live. Alors attendez, je reviens. Je vais vous présenter un peu la partie logistique, donc la partie réapprovisionneur rapide que je vous ai présenté succinctement tout à l'heure, mais ça va être un peu plus concret pour vous si je vous la présente avec les environnements qu'on a vraiment en production. Donc là, c'est l'environnement que les opérateurs ont sur leur tablette à chaque poste de la ligne. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont bien un bouton d'appel à l'aide ici, donc ils appuient dessus. Donc là, on a le poste qui va clignoter et qui va clignoter aussi sur la représentation de la ligne ici. Donc là, c'est le 1700 que vous voyez clignoter. Je vais faire comme si j'étais l'animateur de ligne. Donc je prends en compte l'appel à l'aide, donc je rappuie sur la cloche. Et là, il va me demander de m'identifier. Donc je vais mettre mon nom, mon prénom et puis mon mot de passe. Hop. Voilà, et c'est là en fait on va choisir si on arrête la ligne, pourquoi on arrête la ligne, ou faire une fiche de non-conformité. Et en fait, nous on appelle ça, on a donné un nom générique pour la fiche de non-conformité, on a appelé ça un ticket, qui est du jargon, qui est devenu un jargon traditionnel maintenant en informatique. C'est une demande de service. Donc je valide, et là j'ai cet environnement-là, donc c'est un ticket digital. Donc j'ai tout un tas d'informations ici qui est pré-rempli, parce qu'en fait le système est revenu rechercher les informations. Comme il sait le numéro de cabine, le navire sur lequel on travaille en ce moment avec l'ERP,
et ben, j'ai pas à remplir ces informations-là. Donc, on sait sur quelle cabine je fais la non-conformité, la déclaration de non-conformité. On sait sur quelle ligne je suis, on sait à quel poste je suis, on sait qui je suis parce que je viens de m'identifier. Ensuite, ici, je vais choisir un type de non-conformité. Donc, par exemple, si c'est une non-conformité fournisseur, et ben, je prends la catégorie FNC fournisseur. Ici, je tape ma référence. Donc là, je vais mettre test un peu partout pour pas perturber le système. Je mets la quantité de pièces qui est détériorée. Sur les bons de préparation qu'on reçoit en production, on est capable de spécifier l'emplacement de la matière en logistique. En fait, ça fait gagner du temps en réapprovisionneur rapide parce qu'il n'a pas à se poser de questions. Si je lui dis qu'il est dans l'emplacement Z12, et ben, il va aller directement à l'emplacement Z12. Hop, donc je remets test. Mon trigramme, c'est pareil, je vais mettre test. Ici, on a une possibilité de dire est-ce que la pièce elle est urgente ou pas. Donc, on pourrait se dire toute pièce est urgente, mais c'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, par exemple, là, je suis au poste 1700. La pièce, elle va forcément être urgente parce que je suis en fin de ligne et que j'ai plus qu'un poste derrière moi, donc j'ai plus beaucoup de place pour poser la pièce. Par contre, si je suis en début de ligne et que c'est pas un équipement critique, eh ben, j'aurai pas une grosse urgence de réapprovisionnement et ça va permettre au réapprovisionneur d'organiser sa tournée. Donc, je mets basse. Et ici, on peut mettre un petit défaut, le type de défaut qu'on a rencontré. Donc, par exemple, c'est un défaut esthétique, et ben, hop, je mets un défaut esthétique, et puis voilà. Le commentaire ici, ça permet de compléter la codification. Donc là, je vais juste mettre test, et hop, on valide. Une fois que j'ai validé, je reviens sur l'environnement du début, sauf que là, j'ai un numéro de ticket qui m'est attribué, et j'ai son état. Donc en fait, à partir du moment où le réapprovisionneur rapide va prendre en compte la demande, ici, on va basculer en pris en compte, et ça permet de communiquer vers la production, de dire, ok, ta demande, elle a bien été prise en compte, et la matière va être livrée d'ici peu. Donc ça, c'est la partie production. Et maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor. Donc la partie, ça, c'est la tablette en fait du réapprovisionneur rapide qu'il a sur son chariot, qui fait des tours de l'atelier. Ici, en fait, donc il y a plusieurs groupes, mais là, je vais me mettre dans celui-là. Donc aujourd'hui, par exemple, il a clôturé toutes les non-conformités qu'il avait. Donc tant mieux, sauf la mienne, puisque moi, je l'ai faite. Là, l'atelier ne travaille pas en ce moment. Donc là, c'est bien la mienne qu'on voit. Et en fait, ici, ça lui permet d'organiser sa tournée avec les petits filtres que vous voyez là-haut. Donc, par exemple, s'il ne veut servir que la ligne LGV, il va filtrer que sur la LGV. S'il veut trier en fonction de l'urgence et prendre d'abord les urgences hautes, il va prendre d'abord les urgences hautes, etc. Ensuite, s'il a besoin de plus d'informations, il clique sur le ticket. Donc, il a exactement le même environnement que ce qui a été saisi en production. Et dès qu'il a ouvert le ticket, il a la possibilité de le prendre en compte. Et à partir du moment où il l'a pris en compte, ici, j'ai changé d'état et je suis bien pris en compte sur l'environnement de la tablette de production. Une fois que la demande elle est clôturée et que la nouvelle pièce a été livrée, on passe en livrée. Et quand on a clôturé la demande, on clôture. Hop, je clôture. Et là, le ticket disparaît ici et disparaît également ici. Et après, il a un historique avec tous ces tickets clôturés sur les 5 ou 7 derniers jours glissants. Je crois que c'est 5 derniers jours glissants. Donc voilà, là si je veux filtrer que sur les urgences basses, je fixe, etc., etc. Donc ça permet vraiment, aujourd'hui, ça va complètement remplacer les appels téléphoniques à tout va. Aujourd'hui, il reçoit à peu près entre 40 et 50 demandes par jour. Donc c'est un gros flux d'informations, mais il est rendu beaucoup plus simple grâce à ce système-là. Voilà, sur ce que je peux montrer. Merci Aurélien. Je dirais que ta démonstration a permis d'apporter, il y a des différentes questions qui sont apparues. Oui. Alors, je vais commencer dans l'ordre d'arrivée. Donc, il y a Monsieur Persin qui donc, a posé 2 questions. La première, je m'en rappelle peut-être de réécrire parce que je n'ai pas bien compris. La deuxième, j'ai bien compris. La deuxième question, c'est est-ce que c'est bien accepté par les ouvriers? Donc, l'acceptation par les ouvriers. Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça a été déjà beaucoup plus facilement accepté du fait qu'ils ont été intégrés pour certains, en tout cas, parce qu'on avait des représentants des ouvriers qui étaient là dès le début du projet. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Là où on a peut-être rencontré un tout petit peu plus de difficultés, c'est pas tellement socialement ou lié à l'outil en lui-même. C'est plutôt lié au support. C'est que mettre des tablettes tactiles dans l'atelier, il y a des gens qui adorent ça, qui savent très bien s'en servir, etc. Il y en a à qui ça fait un peu plus peur, qui sont un peu plus, on va dire, réfractaires au digital. Et avec cela, il faut essayer de travailler, on va dire, un peu plus en amont pour vraiment leur montrer ce que ça va leur apporter au quotidien. Mais globalement, le projet a été très bien accepté. Mis à part effectivement cette petite temps d'adaptation qu'on a eu sur les tablettes, mais en tout cas sur la diffusion sur les télés on n'a eu aucun souci. Après voilà, la prise en main des tablettes, il y en a pour qui c'est plus simple, d'autres un peu moins,
Bon, au fil du temps, tout le monde s'en sert. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, 3 ans que c'est lancé. Aujourd'hui, l'outil a fait ses preuves et tout le monde s'en sert. C'est vrai qu'il y a eu un changement de culture. Hein. Je me Oui. souviens avoir discuté avec des opérateurs qui disaient que c'est un peu la révolution, pas une révolution, mais une grosse évolution au chantier. Oui. C'est qu'au lieu de pousser de la non-qualité, on arrêtait la ligne quand c'était bloquant. Oui. Quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un changement culturel. J'ai même eu des échanges avec les chefs d'équipe qui disaient que ça nous a changé notre vie. Quoi. Avant, on passait notre temps à téléphoner, à appeler. Là, en fait, il y a presque une auto-organisation qui se crée autour du système et ils peuvent consacrer beaucoup plus de temps au management. C'est ça. Puis c'est une vision qui est partagée avec tout le monde, quoi. Que ce soit avec les opérateurs qui lèvent la tête, ils voient l'état de santé de leur ligne, mais aussi les encadrants, même les services support qui se baladent dans l'atelier, ils savent tout de suite où en est la ligne de production. Enfin, c'est un outil de communication aussi. Alors, il y avait une question qui est proche de celle-là, je vais la prendre avant la suivante. C'était de M. Chabert qui dit: est-ce que les opérateurs utilisent déjà des tablettes ou autres outils? Donc, effectivement, la réponse, tu l'as faite, hein, il n'y en avait pas. Ouais. En fait, hein, donc, il n'y a pas eu de blocage, mais effectivement, il a fallu un peu former et sensibiliser. Oui, tout à fait. Alors, la question suivante de M. Cambé-Rabero, que j'ai rencontré d'ailleurs, oui. Une petite question: le système est-il flexible, hein, si on veut ajouter une ligne de FAB, faut-il un nouveau développement ou c'est du paramétrage? Alors, je vais répondre sur la partie plutôt logistique. Sur la partie logistique, en fait, on avait réfléchi le projet dès le début pour qu'il soit flexible, parce que quand je suis passé rapidement tout à l'heure dessus pendant que j'ai présenté je peux revenir dessus. Pendant que j'ai présenté. Alors, je sais pas si je vais le voir là. Si je vais le voir là. En fait, pourquoi on a appelé ça ticket et demande de service, c'est qu'en fait, au début, le projet était fait pour les non-conformités. Hein. C'était le cœur du projet, c'était ça. Sauf que depuis, comme c'est quelque chose qui est très générique, on va dire comme ça, à partir du moment où on a un émetteur d'une demande et un récepteur, le système, c'est juste un moyen de communication entre ces deux personnes. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres flux d'informations dans l'atelier qui étaient un peu sur le même schéma. Et en fait, ça nous a permis de le déployer sur d'autres choses. Par exemple, si je prends l'exemple de ça, la gabarit outillage. En fait, on a un petit atelier qui construit nos gabarits aujourd'hui, nos gabarits de fabrication qui nous permettent de positionner nos différents éléments dans la cabine. Et ben, on s'est dit, quand on casse un gabarit, par exemple, ce qui arrive assez régulièrement, quand la production casse un gabarit, il faut faire la demande de construire un nouveau gabarit. Et en fait, là, l'exemple est très bon, c'est de se dire, on a encore un flux d'informations qui est identique. Et en fait, on s'est servi exactement du même outil. On a rajouté un choix, une codification. Et grâce à ce rajout de codification, on a traité un nouveau flux d'informations dans l'atelier. Donc, quand on réfléchit le projet dès le début pour que ce ne soit pas limité que l'application qu'on voulait, oui, c'est très facile. Sinon, voilà, ça demande un peu de développement supplémentaire. Mais globalement, c'est un outil qui est assez flexible. Alors, pour la production, puisqu'en fait, Chantier Atlantique a confié la maintenance et l'évolution du système totalement à Pinflow. Si vous voulez, les lignes les paramétrages est articulé autour d'une base de données et tout est fait pour être escalable. Donc, une fois que la première ligne était faite, c'était très très rapide pour nous de paramétrer les suivantes. Ce qui a changé principalement, c'est simplement le synoptique des lignes, hein, mais tout le reste était identique. De même que les pupitres sont sur un seul modèle, hein, qui s'escale sur tous les autres pupitres. Donc, c'est facile. Hein. Quand on a presque 100 pupitres, on fait une petite modification sur un pupitre, c'est automatiquement étendu sur les autres. Hein. Donc, on a pensé à l'escalabilité côté maintenance et déploiement. Alors, j'avais une petite question de M. Gastier, c'est qui réalise le ticket? C'est le pilote ou l'opérateur? Je te laisse le soin de répondre. Alors, aujourd'hui, on a 2 types de tickets. Justement, c'est une bonne question, encore une fois. C'est qu'on a des tickets qui sont directement rédigeables par l'opérateur. Quand c'est pas des flux d'informations trop critiques et par exemple, on a beaucoup de systèmes qui fonctionnent en Kanban chez nous notamment pour tout ce qui est consommable, donc les vis, etc. Donc ça, on laisse le soin à l'opérateur de faire le ticket. Donc s'il a besoin d'un nouveau bac de vis, on lui laisse la possibilité de le faire. Par contre, pour les déclarations de non-conformité, on a choisi dans un premier temps, en tout cas, de sécuriser ce flux d'informations-là et de ne laisser que la possibilité au chef d'équipe ou à l'animateur de ligne de le faire. On avait un petit peu peur au début qu'il y ait des dérives. Je pense que dans assez peu de temps, on va ouvrir le flux aux opérateurs parce que je pense pas que ça constitue un grand risque. Moi, je suis plutôt pour que ce soit pour responsabiliser l'opérateur. Donc, je suis plutôt pour que le flux d'informations parte directement de l'opérateur. Très bien. Alors,
toujours une question de M. Gagné. C'est combien de temps d'études de projet et quel investissement? Je peux peut-être commencer à répondre et te compléter. Moi, je pense que le début de la première étude de Landon, la première ligne pilote, hein, on proposé des choses, ensuite on les a développées, validées, donc c'est itératif hein, comme processus de qualification. On est à peu près sur 3 mois, hein, 3 mois de projet. Après, facilement, les extensions aux autres lignes, c'est très rapide. Hein. C'est à peu près l'ordre du mois, hein, puisque c'est à peu près les mêmes choses. Donc, c'est plutôt du délai matériel que du délai développement. Pour le projet un peu plus spécifique sur la logistique, donc il y a une phase d'intégration, d'études. Hein, donc, il y a un gros travail qui a été fait par Aurélien hein, avec les équipes pour définir le besoin. Ça, c'est important. Et nous, en termes de développement, il y avait à peu près, bon, je ne vais pas dire de bêtises, autour de 2 mois à peu près hein, pour le développement. Bah, au final, on a pratiquement mis autant de temps à rédiger la spécification technique parce que ça nous a fait poser beaucoup de questions en interne sur comment fonctionner et comment on voulait fonctionner que de temps d'études. On était à peu près sur les mêmes temps. On a mis 2 mois à faire la spec et 2 mois pour jusqu'à la livraison, quoi. Voilà. Bon, donc ça, je pense, c'est une partie de la réponse. Alors, le budget, 2 ordres de grandeur, je crois que la première ligne, où il y avait 4 moniteurs, 20 postes de travail autour de 50 000 €. Hein, pour les extensions, entre 15 et 20 000 € pour les autres lignes. Ce projet-là, en lui-même, en logistique, on est autour de 30. Voilà. Ça vous donne des ordres de grandeur. Beaucoup de questions de se gagner, très bien. Obligation d'avoir un lien avec l'ERP ou non. Alors, on a fait des systèmes en dos sans ERP, hein, puisqu'on a des cas de ligne où on n'a pas besoin d'avoir un suivi, de savoir ce qu'il y a comme véhicule sur le poste de travail, et ça peut fonctionner un système Yoidon sans ERP. Hein, mais dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas l'information de quel type de pièce présente, où il faut faire un interface déclaratif. Hein. On a des lignes, on a sur la tablette, on va dire quel type de pièce est en place. Et à chaque tag time, on fait avancer la référence. Donc, ce n'est pas une obligation. 20 postes, question M. Gagné, 20 postes égale 20 tablettes. Dans le cadre de chantier d'Atlantique, oui. Dans d'autres cas de figure, pas forcément. On peut très bien imaginer avoir une tablette pour plusieurs postes. Donc, alors, je regarde l'heure. Je pense on s'est donné 30 minutes. On arrive un petit peu au timing. Je pense qu'on va peut-être clôturer cette session. En tout cas, je tenais à remercier Aurélien hein, pour cette participation à ce webinaire et puis vous remercier tous pour votre participation et votre écoute active. Et donc, je pense qu'on va clôturer et vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.